Amis lecteurs, bonjour. On se retrouve aujourd'hui pour la deuxième partie de ce podcast consacré à l'art et à la notion d'esthétique. Dans la première partie de ce podcast, nous avions posé le cadre théorique en partant de ce que nous apprend la spiritualité et les différentes traditions spirituelles. Nous avions vu brièvement comment, avant même les révélations écrites ou orales, Dieu nous invitait à lire dans le grand livre de la création les signes de sa présence. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, allez voir la partie 1 avant même de continuer, sinon vous passerez à côté d'éléments essentiels pour comprendre ce qui va suivre. Alors, que ce soit dans les évangiles ou le Coran, on trouve donc une injonction universelle à lire les signes du Créateur dans sa création, de sorte que nous puissions déjà en premier lieu attester de son existence et aussi comprendre quelque chose de sa miséricorde, de sa sagesse et de sa puissance. Aujourd'hui, nous allons voir l'aspect concret et notamment comment, dès qu'on tourne le dos à la verticalité, l'art cesse de produire du beau et se met à produire de la laideur. Nous allons parler des 4 grands mouvements dans les approches artistiques: mimésis, représentation, abstraction et anti-art, et nous verrons comment, pourquoi l'art moderne a envahi l'espace public, quel est le rôle de l'artiste dans la société et quelles solutions pour redresser la pente. Mais avant toute chose, merci de vous abonner, de partager cette vidéo si vous appréciez son contenu. C'est parti. Il y a donc 4 grands mouvements artistiques. Nous n'allons pas entrer de trop dans le détail, car nous avons beaucoup à couvrir, mais rapidement. Le premier des grands mouvements artistiques humains, c'est mimésis. Il s'agit de reproduire l'apparence des choses telles qu'on les voit, imiter la nature et la représenter sur les murs d'une grotte, par exemple. Il y aura d'ailleurs une opposition entre Platon et Aristote. Pour Platon, la mimésis, la copie de la nature, est un enfantillage, une copie sans grande valeur, ne résultant pas d'un savoir ou d'une connaissance supérieure. Pour Aristote, par contre, il est légitime d'imiter car l'imitation n'est pas de l'ignorance, mais l'élargissement de la connaissance. Ce mouvement va des tout premiers tâtonnements de la préhistoire, fait une pause pendant le Moyen-Âge et revient à la Renaissance. Puis vient le mouvement représentatif. Au Moyen-Âge, la religion, et notamment la religion chrétienne en Europe, régit la société. Par conséquent, la ressemblance va passer par la relation de l'homme à Dieu et par l'idée selon laquelle l'image exprime quelque chose d'autre que ce qu'elle imite. On intègre donc des notions de symbolique dans l'art. Symbole, étymologiquement, c'est ce qui réunit deux choses contraires. Tandis que diabole, qui a donné le mot diabolique, c'est ce qui sépare. C'est pour cela que le diable est aussi appelé le diviseur. Au lieu de réunir des choses contraires, il les divise. Notre société moderne, avec toutes les nouvelles idéologies qui fleurissent aujourd'hui, ne fait que cela, diviser. Fragmentation de l'homme, des sexes, des races, des traditions, etc. Ainsi, l'art dans le mouvement représentatif n'imite plus seulement la nature, mais agit comme elle. L'artiste contemple le visible et restitue par analogie la splendeur de la beauté divine. Donc au Moyen-Âge, à partir de la vision externe, l'art exprime la vision interne. Le visible exprime l'invisible. Encore une fois, je vous renvoie à la première partie de ce podcast pour comprendre ce point-là précisément. Puis vient le mouvement abstrait. Le philosophe Hegel va avoir une influence déterminante sur les artistes, qui vont s'orienter de plus en plus vers l'abandon de l'image figurative et faire reposer leur œuvre plus sur l'émanation de l'esprit. Que ce soit à travers l'abstraction lyrique, géométrique, le tachisme, le futurisme, l'expressionnisme, etc., les artistes se détachent de plus en plus des formes visibles de ce qui nous entoure et se mettent à suggérer des émotions, des idées abstraites. Enfin, cette dynamique abstraite va continuer et poussé à l'extrême, ce mouvement va donner un mouvement qu'on appelle art moderne ou anti-art.
Dans l'anti-art, les objets hétéroclites sont détachés de toute relation à la vérité, à l'esthétique, ne sont même plus liés à un concept abstrait. Il ne reste plus que la description subjective donnée par l'artiste à ces objets. Donc on a vu que ce soit l'art grec antique, les icônes de l'art gothique ou les motifs géométriques dans la tradition musulmane, en passant par les fresques de la Renaissance, de Botticelli, de Da Vinci, de Michelangelo, etc., les différents mouvements artistiques étaient tous connectés à la transcendance ou s'attachaient à une certaine verticalité ou reflétaient la grandeur d'une civilisation, une idée abstraite, une émotion. L'anti-art, lui, tourne le dos à tout cela. La véritable rupture s'est faite à partir du XIXe siècle avec l'industrialisation qui s'est produite en Europe. La mécanisation et l'économie de marché déconnectées du réel, ce qui correspond aussi à la dernière phase du dernier cycle humain caractérisé par l'antitradition, donnant naissance à l'anti-art. Je vous renvoie d'ailleurs vers les travaux de Imran Hussein qui analyse cette période en la corrélant à la société du Dajjal, l'antéchrist dans la tradition chrétienne. Pour lui, l'émergence de la société industrielle en Europe a donné à l'humanité les outils techniques et technologiques dans la rébellion contre Dieu, et donc a donné lieu à un nouveau paradigme. Donc je répète, l'antitradition enfante de l'anti-art parce qu'elle s'est déconnectée de toute verticalité, de toute divinité, donc de toute beauté, puisqu'on a vu dans la première partie de ce podcast que la beauté est universelle, éternelle et émane du divin. Se couper du divin, c'est in fine se couper du beau. Je ne vous fais pas un dessin, il n'y a qu'à comparer dans les livres d'histoire de l'art ou d'architecture ce que la tradition a enfanté en termes d'architecture, de sculpture, de tableaux et ce que la modernité a produit. Il n'y a pas photo comme on dit. Donc la société du Dajjal, que la révolution industrielle européenne a précipité, qu'on appelle aussi la modernité, dans un grand mouvement de déconstruction et de lutte contre Dieu, s'est mise à vouloir s'émanciper de tout ce qui la précède. Et donc, concernant l'art, à casser les codes, rompant définitivement avec toute transcendance. Maintenant, voyons quel est le rôle de l'artiste. L'artiste était longtemps synonyme d'artisan. C'était celui qui mettait son art au service d'autrui, qui travaillait, inventait des techniques afin d'améliorer sans cesse son savoir-faire, tendre vers l'excellence, être utile à la société, car il se savait appartenir à une œuvre plus grande que lui. Lorsque le menuisier, donc l'artisan, ou l'artiste qui travaille le bois, fabrique un coffre, il transforme une idée immatérielle en objet matériel à l'aide des connaissances héritées de son maître et de sa dextérité. L'artiste peintre, cet artisan déjà un peu dévoyé, n'a pas construit de coffre, mais il va s'atteler à le reproduire, à copier cet objet sur la toile. Même si c'est une copie hyper réaliste, seul un idiot pourrait confondre la copie avec l'original. Quant à l'arbre, qui a donné le bois pour produire le coffre, les pinceaux ou le chevalet, ni le peintre ni le menuisier n'a été capable de le créer, pas même de l'imaginer, car cela appartient à la création qui les englobe tous, à la création de Dieu. On voit se dessiner dans cette conception une certaine structure, une hiérarchie dans les attributions de chacun, où l'œuvre d'art est comme la nature une manifestation du divin, qui s'opère par la médiation de l'homme créateur. Mais puisque Dieu a disparu de la conscience des modernistes, il ne reste alors que l'objet et l'ego de l'artiste. Encore une fois, je vous invite à écouter le podcast précédent où j'aborde la notion d'ego. Donc, il ne reste plus que l'objet et l'ego, d'où la fuite en avant perpétuelle vers des concepts de plus en plus creux dans une logique de recherche de la nouveauté. De plus, l'invention de la photo, qui date du XXe siècle, reproduisant la réalité bien mieux que ne le ferait un peintre, ainsi que l'hégémonie de la société de consommation, l'avancée du laïcisme et de l'individualisme,
ont précipité cette rupture dans l'art contemporain. Dans les premiers temps de cette scission, les artistes contemporains ont gardé un certain travail, un certain savoir-faire, ce qui fait qu'on peut encore trouver un intérêt esthétique dans les œuvres issues du fauvisme, du cubisme, du dadaïsme ou du surréalisme, hors de toute opinion de goût sur ces mouvements d'ailleurs. Les artistes postmodernes, eux, n'ont rien conservé des artistes d'antan, ni des artistes traditionnels, ne mettant même plus leur art au service du bien commun. D'ailleurs, on n'a pas notre mot à dire sur les choix des sujets systématiquement vils et rabaissants. Par exemple, comme Paul McCarthy pose littéralement un étron de 15 mètres de haut sous notre nez, mais ces artistes-là mettent leur concept au service de leur ego et de leur enrichissement personnel, contribuant ainsi à déconstruire les codes picturaux pour enfin vomir de l'art conceptuel, cet anti-art propre à la modernité. Un art qui ne s'appuie plus sur le savoir-faire, le beau ou la recherche de la transcendance, mais sur n'importe quel concept scatophile sorti d'esprits dégénérés puisque seule la nouveauté conceptuelle compte. Un vide spirituel que l'artiste moderne ne se donne même plus la peine de combler par du discours, mais nous laisse allègrement nous dépatouiller avec, comme pour nous dire vulgairement, excusez-moi, vous savez où vous pouvez vous mettre mon plug anal géant. C'est ce qu'il faut comprendre dans l'installation de Tree, place Vendôme, à Paris. Un viol de l'esthétique traditionnelle par une modernité décadente. Pourquoi un tel affront n'est pas puni de réclusion criminelle à perpétuité, c'est ce que nous allons voir. En rejetant le beau, l'artiste moderne produit de la laideur et s'offusque qu'on le lui fasse savoir. Il voudrait même obliger le petit peuple, qui a gardé instinctivement un sens de l'esthétique, à considérer ce vide abyssal comme étant de l'art, le traitant d'inculte ou d'étroitesse d'esprit, alors que c'est ce même petit peuple besogneux qui finance via l'argent public la déconstruction de ce qu'il peine lui-même à construire. Nous noterons, cela dit en passant, que c'est de l'argent créé ex nihilo qui finance cet art du vide. La boucle est bouclée. Alors cela semble bizarre pour des artistes embourgeoisés, grassement subventionnés, dans une stratégie de soft power, visant à lutter contre tout ce qui se dresse devant le rouleau compresseur de la modernité, mais pour parler d'art, encore faudrait-il qu'il y ait une œuvre, et donc du travail. Or, en cherchant le concept au lieu de la transcendance, l'artiste moderne est tombé de facto dans l'anti-art, faisant de l'artiste moderne au mieux un animateur de la société de consommation, au pire un étendard de l'idéologie dominante que l'on appelle le globalisme ou plus communément la modernité. Pour rappel, la CIA a largement contribué à diffuser l'art contemporain en Europe. Des sommes colossales ont été versées via la Fairfield Foundation afin d'influencer les masses avec des objectifs clairs: promouvoir la liberté individuelle et le libéralisme, l'anticléricalisme, prôner les valeurs occidentales de la modernité, diffuser l'idéologie américaine et enfin contrôler l'ensemble du milieu intellectuel de la vie culturelle de gauche en Europe, afin qu'elle ne s'oppose pas à l'hégémonie américaine. Sans oublier que l'art marchand spéculatif, comme la finance du même nom, n'a aucune racine et aucune valeur intrinsèque, puisque dénué de travail, d'esthétique, de transcendance. Sa valeur est créée artificiellement par les tenants de ce marché de dupes, alimentant des œuvres en série dans une logique d'industrialisation de la production artistique, faisant de Jeff Koons, pour ne citer que lui, ancien trader dans la finance internationale, un produit marketing aussi virtuel que sa finance et aussi vide que ses baudruches. Notons par ailleurs que la Joconde est un exemplaire unique, fruit du savoir-faire d'un génie inégalable, tandis que les productions modernes sont reproductibles sans effort dans une logique de reine de la quantité, pour reprendre Guénon. Il en va de même pour les artistes modernes, interchangeables et aussi nombreux que les taches sur un tableau de Jackson Pollock.
Si des milliardaires s'intéressent à cet art-là, ce n'est pas pour le plaisir de voir le peinturier Félix Varini défigurer leur château en pierre de taille, mais bien pour se soustraire à l'impôt, créer de la spéculation, monter artificiellement la cote des artistes qu'ils ont eux-mêmes promus dans une logique de vase clos, et surtout, dans le cas de la France, bénéficier du 1% artistique, loi abjecte qui fait gonfler les prix de ces attentats artistiques, ne serait-ce que pour remplir les quotas. L'artiste traditionnel, en bon disciple, au service d'un maître, commençait souvent au bas de l'échelle, en nettoyant l'atelier ou en préparant les pigments, suivant des rites initiatiques, montait graduellement les échelons avant de prétendre lui aussi devenir un maître. Cela présupposait du travail, de la rigueur, des connaissances techniques, esthétiques, chimiques, symboliques. L'artiste traditionnel, en bon artisan, maîtrisant tous les aspects de son travail, effectuait un ouvrage qui était une véritable adoration quotidienne, une ibada. Il tentait de se dépasser et à travers son œuvre, résonner dans l'éternité. L'inversion des valeurs propres à la modernité a mis l'apprenti, tout juste bon à nettoyer l'atelier, au sommet des fiacs. Pire, il se permet même de dénaturer des châteaux millénaires et des places architecturales que des milliers d'artisans bien plus talentueux que lui ont façonné de leurs mains. L'artiste moderne, ayant refusé le travail, rejeté le noble et le sacré, son art ne demande par conséquent plus aucune habileté particulière, ni aucune connaissance spécifique. Pas étonnant donc que n'importe quel primate, un éléphant avec un pinceau ou qu'un enfant de 5 ans soit capable de faire mieux. Il lui suffit pour percer dans le milieu d'un bon carnet d'adresses, de beaucoup de culot et de temps libre, donc être libéré de l'impératif de production. Nous disions un peu plus haut que, prisonnier de son ego, l'artiste moderne se place même à la place du créateur, dont il s'octroie d'ailleurs le titre honorifique. Alors, disparition de l'œuvre, du spectateur et même de l'artiste au sens noble du terme, se contentant pour les plus téméraires de traiter de thèmes lisses sans aucune charge révolutionnaire, l'art qui se voulait le reflet d'une civilisation grandiose, une critique de l'ordre établi ou témoin d'une création qui le dépassait, reflète aujourd'hui une époque sans grandeur, sans ordre et sans spiritualité. L'artiste moderne étant maintenant le dieu égocentrique de sa médiocre création, il ne cherche même plus dans son esprit torturé à lui donner du sens, mais se contente d'ériger du grand n'importe quoi en art au gré de ses caprices. Vacuité du sens, vide spirituel, blasphème financé par les deniers publics, mépris de l'autre, l'art moderne comme une gargouille face à un miroir ne pouvant que renvoyer son reflet grimaçant, incarne à travers son esthétique ce que la modernité est réellement. L'autoportrait d'un âge malade, hideux, désespérément vide car dénué de verticalité. Comme une fenêtre ouverte sur l'enfer, elle nous laisse entrevoir le visage défiguré des démons qui s'y trouvent. L'art moderne est, pour le dire simplement, l'expression visuelle, auditive et olfactive de la modernité, sa laideur manifestée dans notre réalité, parce qu'elle est l'expression artistique de l'aboutissement historique d'un mouvement descendant et dégénéré qui arrive bientôt à sa fin.